Bonsoir, madame, monsieur. Ravi de vous retrouver tout en espérant que vous avez passé un excellent week-end et un agréable début de semaine. Nous sommes lundi 13 septembre 2021. Voici les titres de votre 20h. Situation des personnes déplacées internes du Burkina. Le ministère en charge de la solidarité nationale a fait le bilan. De nouveaux sites d'accueil ont été aménagés, mais les difficultés demeurent grandes malgré les efforts du gouvernement. Ouverture d'une session de formation sur le nouveau cadre harmonisé des finances publiques au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Une quarantaine de députés nigériens bénéficient de ce renforcement de capacité. Tous les détails de cette actualité dans un instant. Lycée Philippe Zinda Kaboré peut être un mal pour un bien. Des acteurs de l'éducation espèrent une réhabilitation du plus grand établissement scolaire du Burkina en cette période où ses portes resteront fermées selon une décision gouvernementale. La ministre Marie-Laurence Ilboudo donne des précisions quant à la situation des personnes déplacées internes du Burkina. Point de nouveaux déplacés, mais plutôt de nouveaux sites d'accueil. Face à la presse, ce lundi 13 septembre, la ministre en charge de la solidarité nationale a fait le point de son département. Les chiffres font froid dans le dos. Elle a souligné que malgré les efforts du gouvernement, beaucoup reste encore à faire pour soulager ces Burkinabés en quête de tout, mais surtout du minimum vital. Michael Tougri. Sur la question des déplacements de population observés, la ministre en charge de la solidarité nationale est formelle. Il ne s'agit pas de nouvelles personnes déplacées, mais plutôt les mêmes déplacés internes qui rejoignent de nouveaux sites. À la date du 31 août, ces personnes déplacées internes sont estimées à 1 423 378 accueillies dans 274 communes. La liste des PDI que vous voyez, tous les mois, vous avez un accroissement de deux fois de 2 à 6% ou 2 fois 4%, une moyenne de 4%. Ce n'est pas parce que les populations se déplacent encore plus. Nous pensons à juste titre, parce que les zones de départ n'ont pas changé, nous sommes toujours les mêmes zones de départ. C'est les zones d'accueil qui changent parce que les personnes, d'une zone à l'autre, rejoignent leur commune d'origine. Donc cette mobilité des personnes déplacées internes doit être suivie pour ce qu'on appelle purger cette liste pour qu'il y ait une vraie liste. Le département de Marie-Laurence Ilboudo est en ordre de bataille pour apporter assistance et secours de tout ordre aux personnes déplacées internes. Et en chiffre, plus de 1 300 000 personnes déplacées internes ont pu bénéficier d'assistance alimentaire et plus de 2 milliards de francs CFA en cash transférés à ces personnes déplacées internes. Malgré ces efforts du gouvernement, il faut encore bien plus pour venir en aide à ces personnes déplacées internes. Un appui alimentaire a été apporté à 14 307 exploitants de la plaine de Bagré dont les champs ont été inondés au cours de la campagne agricole 2020. Une assistance alimentaire a été apportée à 3 160 victimes d'inondations et une distribution de 1 580 kits d'articles ménagers essentiels. Entre autres difficultés liées à la gestion de cette situation humanitaire difficile, je pourrais relever l'augmentation des besoins humanitaires, en particulier les besoins d'assistance alimentaire, l'accès quasi impossible par la route de certaines localités, notamment Mansilla, Madjouari, pour apporter assistance aux populations hautes et en détresse. Je dis aussi que l'accès est dû aux infrastructures routières parce que les routes sont bloquées par l'eau. Nous avons deux fois des rivières qui coupent la route. Marie-Laurence Ilboudo suivait clair, les personnes déplacées internes qui ont trouvé refuge dans les grandes villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso ne bénéficieront pas des mesures de prise en charge annoncées par le gouvernement. Depuis 2015, le Burkina Faso fait face à des attaques des groupes armés avec de plus en plus un nombre croissant de Burkinabés déplacés internes, mais aussi d'autres qui ont trouvé refuge hors des frontières du Burkina Faso.
Le cabinet d'études et de recherche en entreprise a initié ce lundi à Ouagadougou une session de formation sur le nouveau cadre harmonisé des finances publiques au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Une quarantaine de députés nigériens, membres de la commission des finances et du budget, bénéficient de cette formation qui se déroulera sur 5 jours, soit du 13 au 17 septembre 2021. Sanata Seri. Ce séminaire se veut un cadre de renforcement des capacités des députés nigériens, membres de la Commission des finances et du budget, sur les innovations du nouveau cadre harmonisé des finances publiques au sein de l'UEMOA. Il s'agit de l'adoption d'une nouvelle doctrine appelée budget programme que recommande l'UEMOA à ses pays membres. Selon le président de la Commission, cette session de formation va donc permettre d'outiller ces parlementaires à l'examen de ce budget, tout en les édifiant sur l'état de mise en œuvre des réformes dans l'espace UEMOA. Nous sommes à 3 semaines de la rentrée parlementaire au Niger, et une rentrée qui est uniquement budgétaire, donc pour l'examen du budget de l'État. Et pour cela, nous devrons être à même de bien comprendre ce que c'est que le budget, surtout la nouvelle appellation de budget programme. Nous sommes aujourd'hui une assemblée renouvelée à plus de 80%, et les 80% des élus qui constituent l'Assemblée aujourd'hui ne connaissent pas justement cette notion de budget programme. Voilà la raison pour laquelle nous avons demandé d'organiser cette formation à notre intention pour nous approprier le concept de projet programme, le concept de préparation, d'évaluation d'une loi de finances. Au cours de cette formation, plusieurs modules seront enseignés à ses participants. Il s'agit entre autres du rôle du Parlement pendant la phase préparation et programmation budgétaire, son rôle dans l'exécution du budget programme et le contrôle parlementaire en mode budget programme. Une formation assurée par le cabinet burkinabé d'études et de recherche en entreprise, CERE. Le cabinet d'études et de recherche en entreprise, CERE, est un cabinet qui intervient notamment dans le domaine de la formation, des études, des accréditations, du conseil et de l'assistance. Bien évidemment, nous en sommes très honorés et très heureux de savoir que leur choix a été porté sur notre modeste cabinet. Toute chose qui montre l'importance et la confiance qu'ils accordent au cabinet CERE. Nous espérons tout de même qu'au sortir de cette formation, ils seront désormais mieux outillés. Ils sont une quarantaine de députés nigériens membres de la Commission des finances et du budget à prendre part à cette session de renforcement des capacités. Une session qui se déroule du 13 au 17 septembre 2021 à Ouagadougou. Le Bureau politique national du Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP, s'est réuni ce samedi en session. Le but de cette rencontre est de préparer une séance de travail qui devrait aboutir à la restructuration des instances du parti pour son congrès qui se tiendra les 24, 25 et 26 septembre prochains. Plus de détails dans ce reportage de Béranger Zambelongo avec la voix de Abdoulrahim Magnani. Après 3 années à la tête du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP, le Bureau politique national est en fin de mandat. Selon son président, le MPP étant au pouvoir veut conserver sa place de leader et premier parti dans l'arène politique burkinabé. Cette ambition sera abordée au cours du congrès du parti qui se tiendra du 24 au 26 septembre prochain à Ouagadougou lors du renouvellement de l'instance dirigeante du parti. Quand on est un parti qui gère le pouvoir d'État, le sentiment c'est de tout faire pour honorer cette position de premier parti et de parti au pouvoir. C'est d'être à même de relever les défis, d'accompagner correctement le gouvernement, qui est notre gouvernement, d'appuyer le président de Faso pour que les défis soient relevés, pour que le programme pour lequel le président a été élu soit implémenté, bien implémenté, au bénéfice des millions de Burkinabés. Toutes les informations nécessaires et conduites à tenir pour la tenue effective du congrès ont été étalées à cette session. Et pour conforter sa position, 4 autres partis politiques se rallient au MPP à ce congrès. 4 partis ont demandé à venir avec nous. Donc, la base du MPP va s'élargir au prochain congrès
la décision sera prise à ce niveau, la décision finale. À l'UPR, il y a le Parti socialiste Burkina, la CPRMP et AGI. Ces 4 partis politiques pourront-ils faire partie dignement de la grande famille MPP? La réponse sortira du Congrès, précise Simon Compaoré. Il estime que tous les membres présents à cette session se sont accordés sur les points qui devraient éventuellement poser débat au prochain Congrès. Fermeture du lycée Philippe Zenda Kaboré pour l'année scolaire 2021-2022. Les positions sur la question ne font pas l'unanimité. Pour la direction provinciale des enseignements post-primaires et secondaires du Kadiogo, l'état des infrastructures ne permet pas, en tout cas pas pour cette année, des activités pédagogiques dans de bonnes conditions. Cette décision gouvernementale de fermer le lycée peut donc être une occasion de mettre à niveau les bâtiments, ce qui permettrait un fonctionnement optimal de l'établissement. C'est ce que pense Bourema Traoré, ancien proviseur du lycée. Abdoulraye Magnani. Un individu tente par effraction d'accéder au lycée Philippe Zenda Kaboré. Au même moment, un autre est appréhendé. Il dit être venu se reposer. C'est l'un des problèmes que connaît cet établissement depuis plusieurs années. L'insécurité, un phénomène qui a entraîné l'abandon du laboratoire de l'école, qui était confronté à des cambriolages selon l'ancien proviseur du lycée, Bourema Traoré. C'est à cause des délinquants-là qu'on ne peut plus mettre du matériel dans ce laboratoire, qui pourtant les installations à l'intérieur là sont correctes. Vous avez vu qu'on a coupé beaucoup de fils. Donc quand on fait ça, c'est difficile de pouvoir tâtonner encore. Il faut tout reprendre. Il y a beaucoup de bâtiments ici. Moi je ne dis pas que ce sont des élèves, parce que ce n'est pas, les gardiens m'ont dit que c'est récent. Ils sont venus, tous les 4 bâtiments des salles de classe là, ils ont coupé tous les fils. Ils ont scié. Donc vous voyez que ça demande de gros ouvrages. En tout cas, l'électrification aux Zenda, là, il faut reprendre tout. Dans toutes les salles de classe là. Vous avez vu les ventilos, non? Tout est arraché. Au-delà de l'insécurité, un autre problème se pose. Il s'agit de l'état de dégradation avancé des infrastructures, comme en témoigne ce bâtiment, le plus grand du lycée Philippe Zenda Kaboré. Un bâtiment à 4 niveaux devenu aujourd'hui inutilisable. Toiture et plafond dégradés, les dalles usées sous le poids de l'âge laissent couler les eaux des pluies. Et que dire de l'escalier qui menace de céder à tout moment? Au-delà de ce bâtiment, ceux abritant l'administration et d'autres salles de classe sont visiblement inutilisables pendant la saison des pluies au regard de l'état de la toiture. C'est avec le cœur serré que l'ancien proviseur du lycée dit constater aujourd'hui l'état dans lequel se trouve le lycée Philippe Zenda Kaboré. Et sur tous les bâtiments administratifs, vous voyez que pendant l'hivernage, là, aucun bureau ne peut être utilisé en haut là, à cause de l'eau. Voilà, donc vraiment, ce n'est pas fameux comme état là, le matériel d'un établissement de la taille du Zenda, en tout cas de ma connaissance. Et ça, c'est un vrai problème. Les villes et WC, c'est tombé. C'est vrai qu'il y a de nouveaux WC, mais quand vous regardez le nombre, là, il n'y a que 2 que moi j'ai vu qui sont neufs. D'accord? Il y a 2 WC neufs, mais quand vous regardez, les autres là, c'est pas la peine. Depuis quelques années, des mesures sont prises pour aller progressivement à la réhabilitation de ces infrastructures. Les actes de violence enregistrés en mai 2021 ont donc accéléré le processus selon le directeur provincial des enseignements post-primaires et secondaires du Kadiogo. Il estime que la décision des autorités de maintenir le lycée Philippe Zenda Kaboré fermé est une belle occasion pour remettre à niveau cet établissement dont l'état actuel ne permet pas de mener à bien les activités pédagogiques dans de bonnes conditions. Et depuis des années, en réalité, la situation des infrastructures avait été signalée. Et moi-même, quand je prenais fonction en 2018, il y avait déjà des éléments qui sont mis en œuvre pour décharger petit à petit le Zenda. La preuve en est qu'au niveau des affectations de l'entrée en 6e, de l'entrée en seconde, on a dégraissé progressivement. Notons que la plupart des bâtiments de ce plus grand lycée du Burkina Faso ont été construits en 1953, d'où la nécessité de les renforcer, selon Évariste Béréoudougou. Il rassure par ailleurs que la fermeture du lycée,
loin de vouloir créer des désagréments, vise le bien-être de la communauté éducative. Bientôt, un centre de santé et de promotion sociale à CSPS pour les populations de Bargou. Plus qu'un trimestre pour que la commune rurale de Saba ait son infrastructure sanitaire. Le conseil régional du centre s'est engagé dans la construction de ce bien en procédant ce matin à la pose de la première pierre du centre médical. Ce fut en présence du ministre de la Santé, Charlemagne Ouedraogo. Maxime Jean-Eudes Bambara. À travers cette cérémonie de pose de la première pierre, le conseil régional du centre lance officiellement les travaux de réalisation du centre de santé et de promotion sociale de Bargou dans la commune de Saba. L'institution de Éric Thiam-Touré répond ainsi à un besoin fondamental des populations de Bargou en infrastructures sanitaires et en soins de qualité. Selon le président du conseil régional du centre, la réalisation de ce CSPS entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan régional de développement. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est une satisfaction pour tout le conseil régional du centre de pouvoir enfin poser la première pierre pour la construction du CSPS. Quand vous regardez les déplacements de nos mamans, de nos enfants, de nos petits frères, c'est à des distances éloignées avec tout ce qu'il y a comme risque pour aller se faire soigner. C'est dans ce sens-là que depuis 2016, le conseil régional du centre a doté des structures sanitaires des arrondissements de Ouagadougou et des communes rurales de matériel médico-technique. Tout en saluant l'implication des conseils régionaux dans la politique sanitaire du pays, le ministre de la Santé a indiqué que l'ambition de son département est de transformer les CSPS des communes en centres médicaux avec antennes chirurgicales. Donc aujourd'hui, c'est une fierté pour nous d'être à Bargou, de poser cette pierre pour que dans 3 mois, nous puissions venir inaugurer l'infrastructure qui va sortir de terre ici. Nous voulons progresser en 2022 et faire en sorte que la plupart des CSPS des communes puissent être transformés en centres médicaux pour améliorer la qualité des soins, pour améliorer la proximité des soins aux côtés des populations, mais aussi pour avoir un impact sur la qualité des soins qui est donné au niveau des CHU et CHR du Burkina. 3 mois, c'est le délai imparti à l'entreprise en charge de la réalisation de ce CSPS. L'on promet respecter ce délai et offrir des infrastructures de qualité. Le bâtiment, il y a un CSPS, il y a une maternité, il y a des pommecs, il y a des guérites, et il y a la clôture, des hangars, des appartements en quelque sorte. Voilà, qui peut servir les femmes qui veulent accoucher au lieu de marcher dans le vide, qu'ils aient ça pour pouvoir faire leur tour avant de venir faire leur accouchement. Le coût global de ce projet est estimé à 130 millions de francs CFA. Selon le président du conseil régional du centre, une autre pose de première pierre s'effectuera dans les jours à venir, cette fois-ci dans la commune de Koubri. L'Office national d'identification rend flou la banque de sang du Burkina. Le 17 septembre prochain marquera la journée internationale de l'identité. En marge de cette journée, l'Office national d'identification ONI a initié ce lundi 13 septembre une journée de don de sang à son siège à Ouagadougou. Une opération qui donne ainsi suite au cri de cœur des responsables du Centre national de transfusion sanguine. L'appel a eu un écho favorable auprès de plusieurs personnes qui ont bien voulu se soumettre à cette activité salutaire. Salama Dabal avec à la voix de Nadine Zongo. Le personnel de l'Office national d'identification ONI est sensible au manque criard de sang dans les centres de santé. Ce lundi 13 septembre, les travailleurs de cette institution ont donné un peu de leur sang afin de sauver des vies. Très motivée, cette quarantenaire fait partie des premiers du personnel de l'ONI à donner de son sang. Je sens que c'est bien. Voilà, c'est une bonne initiative. J'invite d'autres personnes de venir donner leur sang. Voilà, pour sauver des vies, comme moi par exemple. Oui. Après avoir donné son sang, le premier responsable de l'ONI estime ce geste salvateur au regard du besoin actuel de ce liquide précieux. Nous avons souhaité joindre l'utile à l'agréable en invitant le personnel de l'office à faire œuvre utile en donnant son sang juste un petit peu pour soulager les populations qui sont malades. Et nous soulager également parce que l'avenir ne prévient pas, les problèmes de santé ne préviennent pas, les accidents de circulation ne préviennent pas.
en donnant son sang, on peut même en profiter. Donc en pensant faire du bien aux autres, en réalité, on fait du bien à nous-mêmes. Et c'est pour cela que nous avons voulu donner l'exemple en donnant aussi de notre sang et inviter aussi l'ensemble des agents à le faire. Le Centre national de transfusion sanguine CNTS, à travers la responsable de l'équipe du jour, se dit satisfait de l'initiative de l'ONI et lance un appel aux autres structures pour plus de collectes en vue de renforcer le stock de la banque de sang. Présentement, la demande est vraiment forte. On n'arrive pas à satisfaire nos demandes en ce qui concerne le don de sang, la transfusion. Donc les malades en ont besoin. Et vous savez, quand on parle des malades, on parle de plusieurs sortes de malades qui en ont besoin. Donc sincèrement, aujourd'hui, nous sommes contents. Voilà, parce qu'on aura au moins quelques poches qui vont sauver des vies. Même si c'était une poche, ça va sauver une vie. Donc ne parlons pas de beaucoup de poches. À marge de cette journée internationale de l'identité, plusieurs activités sont prévues du 13 au 24 septembre. Ce sont entre autres l'ouverture officielle de l'antenne régionale du Nord de l'ONI, une journée de port de tenue traditionnelle, des panels et un tournoi de football maracana. Foubé ou la croisade des femmes, c'est le titre du nouvel ouvrage littéraire de Hamidou Zonga. Cette œuvre qui vous est proposée à la lecture parle de la situation des populations déplacées de Foubé, qui est un village situé dans le centre-nord du Burkina Faso. La sortie officielle de ce livre a eu lieu le samedi 11 septembre 2021 à Ouagadougou. Barakissa Rabdo et Alice Ouedraogo vous en parlent. Né le 28 décembre 1997, Hamidou Zonga est l'auteur de l'œuvre Foubé ou la croisade des femmes, un récit de 6 chapitres en 83 pages. L'œuvre retrace le quotidien des habitants de Foubé, un village de la région du centre-nord burkinabé, en proie aux attaques terroristes depuis maintenant plusieurs années. Foubé, situé dans la province du Salamatenga, région du centre-nord au Burkina Faso. Des hommes massacrés, des forces de défense et de sécurité tuées, des femmes violentées et violées, sans oublier des enfants affamés, malades, maigrichons. C'est une œuvre qui ouvre une brèche sur les attaques terroristes au Burkina Faso depuis 2015 et qui continue d'ailleurs d'endeuiller des familles. Donc avec cette œuvre, c'est un message que je voudrais lancer au monde entier afin de tourner le regard vers les populations déplacées internes au Burkina Faso, victimes d'une situation qu'elles n'ont pas souhaitée. Selon le journaliste écrivain Hamidou Zonga, cela est une manière d'interpeller le reste du monde sur la situation qui prévaut actuellement dans cette localité et de façon générale dans le pays. Nous avons mis le cap sur Foubé pour plusieurs raisons. D'abord, lorsque nous étions en Foubé, il n'y avait pas d'action d'assistance d'envergure, il n'y a pas d'eau disponible pour les populations déplacées internes, il n'y avait pas assez de vivres et comprenez, selon certains témoignages sur le terrain, des populations qui ont fait plus de 7, 8, 9 mois à se nourrir des feuilles, à cueillir des feuilles, sécher ça au soleil, faire avec broyer avec de la potasse, chauffer et puis voilà, se nourrir comme des ruminants. Vous comprenez un peu la chose derrière. Donc la situation de Foubé c'est vraiment symbolique pour moi. En plus de sa plume, l'écrivain Hamidou Zonga et son staff veulent joindre l'acte à la parole. Ils ont donc saisi cette occasion pour annoncer séance tenante un don de 10 tonnes de riz aux personnes vulnérables dans 5 régions touchées par le terrorisme. Il s'agit notamment des régions du Nord, du Centre-Nord, de la boucle du Moun, du Sahel et de la région de l'Est. L'auteur de Foubé ou la croisade des femmes projette faire des tournées de sensibilisation dans les grandes villes du Burkina Faso sur les problématiques de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Que d'activités pour la 6e édition des Journées de solidarité et de développement de l'association pour le Kouritenga Je m'engage. Du vendredi 10 septembre au dimanche 12, les responsables de l'association et les participants à cette édition n'ont pas manqué d'action. D'un cross populaire en passant par des compétitions sportives, des séances de dépistage de cancer et des formations, cette 6e édition des Journées de solidarité et de développement a une fois de plus respecté ses engagements. Maxime Jean-Eudes de Bambara. C'est par ce cross populaire que l'association pour le Kouritenga Je m'engage a officiellement lancé les activités de la 6e édition de ces journées de solidarité et de développement. Partis de la gare routière de Koupéla, ils étaient nombreux, les fils et filles de la province, à arpenter les artères de la ville avant de rejoindre le point de départ.
L'association sacrifie ainsi une fois de plus à la tradition en commençant ces 72 heures par des activités sportives. Nous sommes très heureux de savoir que depuis 6 ans sans discontinuer, les fils et les filles de la province en tout cas se donnent à cœur joie à cette activité, j'allais dire sportive, parce qu'il faut d'abord la santé pour envisager les autres initiatives et les autres projets d'avenir. Raison pour laquelle nous avons pensé qu'il est bon, parce que ça nous a toujours réussi. Nous commençons par là et les autres toujours, c'est des réussites. Raison pour laquelle nous avons choisi de ne pas déroger à la règle. Au nombre des activités sportives, il y a également la finale de la Super Coupe de l'association pour le Kouritenga Je m'engage qui s'est jouée à Puitenga. Finale qui a opposé l'équipe de Puitenga en blanc à celle de Kupela en jaune. Après une première mi-temps stérile, les jaunes s'imposent en seconde période en marquant le seul but de la rencontre. Un match qui, selon Adama Kouraogo, a tenu toutes ses promesses. Au final, nous avons vu une victoire de l'équipe de Kupela, mais nous disons que c'est la province de Kouritenga qui a gagné, triomphé, parce que le fair play, en tout cas, a été le maître mot, et cela ne peut que nous encourager à développer d'initiatives pour encourager les jeunes à vraiment s'adonner à ce jeu, à ce sport-là, qui rapporte beaucoup en termes de cohésion sociale, en termes d'unité de la jeunesse, fait de lance de développement. En marge des activités sportives, les femmes du Kouritenga ont eu droit à une séance de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus. Aussi, plus de 500 femmes ont bénéficié d'une formation en éducation financière en vue de leur autonomisation. Sport à présent, un match aller des tours préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine de football. L'ASFA Yenega et le FC San Pedro de Côte d'Ivoire ont fait jeu égal de 0 but partout. Visiblement, la stratégie du coach asfasien n'a pas porté tous ses fruits sur le grand stade de Marrakech au Maroc le week-end dernier. Toutefois, l'équipe burkinabé pressent de bonnes énergies pour le match à retour à Abidjan. Assami Tiemtouré depuis Marrakech. L'ASFA Yenega a été tenu en échec à domicile au Maroc par le FC San Pedro pour ce match aller des préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine de football. Pourtant, c'est la vieille dame qui s'est créée plusieurs occasions sans pouvoir y parvenir. Il y a eu d'abord en première période cette tête de Nicolas Doyon à la 5e minute qui passe à côté. Ensuite, c'est la frappe de Ousmane Diané sur coup franc décomposé qui passe loin des cages. En seconde période, l'ASFA Yenega met encore le pied sur le ballon, multiplie les actions à l'image de cette frappe tendue et la plaquette du portier ivoirien. À la suite, c'est Seydou Saint-Poré qui trouve le poteau. Nicolas Doyon, dans ses œuvres, obtient un ballon face au portier et se loupe. Le San Pedro réagit par moments comme sur cette action et met la frayeur dans le camp asfasien. La dernière occasion sera pour le San Pedro, mais Rabin Sano, le porteur de l'ASFA Yenega, de sa main ferme, sauve son équipe. Score final, 0 but partout. Vraiment, c'est quand même frustrant de manquer ces sortes de buts-là. Mais on est en football, tout peut arriver. Voilà. Je pense qu'à Abidjan, là, on va se remobiliser. On va se remobiliser, aller à Abidjan pour essayer d'aller faire la différence là-bas. Mais qu'est-ce qui devrait marcher justement? Bon, je sais que dans l'entrejeu, là, il y avait un peu de difficulté et il n'y avait pas un peu de sérénité au départ. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup, c'est la première fois qu'ils jouent la Coupe d'Afrique, c'est pas facile souvent. Quand on parle de trac là, souvent, vous avez beau leur parler, mais dès qu'ils rentrent sur le terrain, il y a certains là qui n'arrivaient pas à s'en sortir, ça, il faut le reconnaître. C'est pourquoi vous avez vu 3 changements de coup comme ça pour essayer de relancer la machine. Bon, mais on a vu qu'en les dernières 15 minutes aussi, on a subi. Bon, vraiment, il y a quelque chose qui s'est enrayé. Bon, on a fait moi et puis tout le staff technique, on a fait des mises au point. Et je pense que c'est des choses qu'on va régler avant d'aller à Abidjan. Un nul bon à prendre par contre pour le FC San Pedro selon son entraîneur Tarek Jani. Et bien sûr, on a pris un point. Le match n'était pas facile. Je vais parler du rectangle vert, je ne vais pas parler de l'arbitre ni de rien de tout parce que c'est catastrophique. Donc je vais me concentrer sur ce qui était bien dans le match. On va corriger ce qui n'était pas bien, nos erreurs. Le match était serré, les deux équipes sont respectables franchement. ASFA c'est une équipe, une belle équipe. Ils sont très agressifs.
C'est à l'image du football burkinabé, bien sûr. Le championnat, c'est un championnat trop serré et trop agressif. Nous, on a joué, c'est considéré comme match à l'extérieur. On a fait le nécessaire. On a gagné un point et on a notre mot à dire à Abidjan. Les deux formations ont encore quelques jours pour parfaire les derniers réglages en vue du match retour prévu le 19 septembre à Abidjan au stade Robert Champrou. Fin de cette session d'information. Je vous donne rendez-vous demain 20h avec plaisir. Bonsoir.